Tout arrive en compagnie aujourd'hui de Stéphane Grant pour une émission préparée par Antoine Garino. L'équipe technique ici est composée de Christophe Goudin, Didier Sudre, Pierrick Charles et Jean-Philippe Thomas. Cette émission est réalisée par Laurence Millet. Dernière semaine de cette étape très itinérante, dernière étape donc, parce que j'ai envie que ce soit la dernière semaine, non, il en reste encore 2 avant nos petites vacances estivales. C'était La Rochelle lundi, puis Arles, Aix-en-Provence, Marseille, enfin Nîmes où nous avons nos habitudes ici au café Le Neuf, rue de l'Étoile, chaque année. La semaine prochaine, nous la passerons tout entière à Avignon, dans les jardins du Céla, impasse Jean-Pierre Grasse, à côté du théâtre du Chêne Noir, dont nous parlerons dans un instant. La semaine suivante, du 16 au 20 juillet, nous retrouverons Montpellier et le musée Fabre, son parvis, au moment des traditionnelles rencontres de Pétrarque. Moins ancien donc que Pétrarque, mais déjà 4e édition pour le festival Nîmes Culture, dédié aux écritures contemporaines, grâce aussi au partenariat avec la SACD et le théâtre de Nîmes, bien sûr. Dans la seconde partie de cette émission, nous accueillerons l'un des auteurs choisis pour le programme Texte Nu, Anne Cibrand, donc Christine Boisson, qui sera également avec nous, lira un inédit, Je suis la bête. 2 auteurs sont cette année célébrés par notre radio plus particulièrement, Jean-Claude Grimbert, que nous recevrons aussi tout à l'heure, et Serge Valetti, présent dès la première partie, tout comme notre complice pour ce festival, Macha Makeyev. Macha Makeyev, directrice artistique du Théâtre de Nîmes, une fonction que vous partagiez avec Jérôme Deschamps, parti prendre les commandes de l'Opéra Comique. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec lui dans cette émission. Vous avez poursuivi cette aventure nîmoise, toujours avec l'aide de François Noël, Catherine Logier, le directeur du Théâtre de Nîmes. Peut-être, on se demandait de quoi on en avait parlé, mais peut-être que vous pourriez nous dire un peu ce qui se passe la saison prochaine ici au Théâtre de Nîmes, Macha Makeyev. C'est une saison que j'ai mise sous l'intitulé de Étonnez-vous, de l'étonnement, vraiment, dans le sens vrai et fort du terme. Et c'est une saison extrêmement dansante, très musicale, très colorée, éclectique, comme d'habitude. On a par exemple la grande chance d'avoir Martha Lair qui va venir, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il va faire ? Une programmation, un des derniers spectacles de théâtre qu'il fait, formidable. Sur la science et sur la dissection du trouble amoureux. C'est assez fou. Et on a aussi une programmation musicale que René Martin inspire, donc qui est de très grande qualité, qui va de la liturgie russe à Brigitte Enguerrer, enfin des choses... Plein de jeunes interprètes aussi. Oui, beaucoup de jeunes interprètes. Ça fait plaisir. Vous l'avez la saison, Stéphane. Moi, je l'ai. Il y a des jeunes interprètes que j'ai notés, le Quatuor Eben, Ido Barchaï. Enfin, ça fait plaisir de voir des jeunes interprètes comme ça. Voilà, oui, il y a des choses comme ça. Et puis, on circule beaucoup dans la ville. On va hanter les musées. Le théâtre se déplace à plein de complicité avec les musées. C'est assez joyeux. Justement, après quelques années déjà ici, Macha Makeyev, qu'est-ce que vous pouvez dire justement des difficultés et des joies de s'occuper comme cela d'un théâtre, comme on dit maintenant, en région, c'est comme ça qu'il faut dire. En région. Ouais. Écoutez, s'occuper d'un théâtre pour des artistes, il y a un moment dans la vie où c'est assez naturel. On est reçu dans différentes maisons, bien ou mal, on a cette expérience-là. Et accueillir des artistes, c'est aussi, à un moment donné, comme une mission. Et c'est assez délicieux si ça se fait dans la douceur. Et il me semblait qu'il y avait une vraie philosophie à développer là-dessus, qui est qu'un artiste déteste la solitude une fois qu'il a joué, quand il a joué, avant d'avoir joué. Et il y a une vraie énergie à communiquer et aussi beaucoup de douceur et de délicatesse. Donc ça, c'est une de nos missions. Quand vous êtes arrivé ici avec Jérôme Deschamps, Macha Makeyev, vous avez dit que
en région, pour reprendre cette expression-là, mais en tout cas, vous ne sacrifieriez pas au degré d'excellence et d'exigence d'une programmation pour un théâtre comme le théâtre de Nîmes. Et puis en même temps, il faut composer avec ce que représente le théâtre lui-même, la ville, son passé, le côté un peu protestant de la ville, son passé ouvrier, plein de choses comme ça. Mais voilà, l'ouverture à des ateliers de décors, de costumes, etc. Donc, oui, il y a plein de choses. Depuis ce moment-là, comment ça s'est décliné? Mais ça se décline plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la maison, que François Noël tient quotidiennement d'une façon admirable. Mais la maison de théâtre, c'est évidemment tous les métiers du théâtre. C'est l'accueil des artistes, mais c'est aussi un atelier de décor. C'est des costumes qui se fabriquent. C'est une équipe absolument formidable de disponibilité. Puisque vous voyez, jusqu'en fin de saison, elle accueille aussi Nîmes Culture. Sont vraiment une équipe formidable de vaillance. Et puis, ce théâtre, c'est quoi? C'est une mission, c'est la mission d'un théâtre municipal. Donc, forcément, une mission d'éclectisme, d'ouverture, mais qui ne nuit pas du tout à l'excellence. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas un festival où je programme des choses que moi, j'aime comme ça, infiniment, et qui me feraient plaisir dans une espèce d'égocentrisme. Pas du tout. Il faut rendre compte de toute forme d'esthétique, de toute forme de... Et puis il y a de la danse, et puis il y a de la musique. Et ça c'est vraiment extrêmement nourrissant. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que de théâtre, il est question de plein d'autres artistes. Nous étions avant-hier en direct depuis Aix-en-Provence, en bonne compagnie, avec Bernard Faucroul, avec Daniel Harding, avec Patrice Chéreau, avec Stéphane Brunschweig. On a évoqué votre enlèvement au sérail, je dis votre à vous et à Jérôme Deschamps, qui est repris dans cette édition 2007 du Festival d'Aix-en-Provence. Ce soir, la première, donc vous touchiez un peu de bois, ce qui est normal, la chaise, enfin les tables qui sont avec nous. C'est vrai que c'était une première... expérience, il y avait eu les Brigands d'Offenbach, mais là vraiment d'attaquer le lyrique et l'opéra et Mozart, ce qui n'est pas rien. Lorsqu'on vous a proposé ça, trop de notes, avait dit Joseph II, après la première de cet opéra en 1782. Pour vous, Masha Makiev, vous avez dit que cette turquerie vous intéressait pour ces relents très dramatiques et que ces jeunes gens, finalement, ces 4 jeunes gens amoureux, ils annonçaient Così. Ah oui, il y a quelque chose d'absolument initiatique quand on prend les 4 personnages principaux au début de l'ouvrage et qu'on les quitte à la fin. Il y a vraiment l'initiation au discours amoureux et à tous les discours amoureux, de la cruauté à la sensualité, au refus, à la fréquentation de la mort. Enfin, tout passe comme ça. Et comme toujours chez Mozart, tout est là, tout se fait assez légèrement parce que c'est une turquerie, donc on se travestit, on s'amuse, il y est question de théâtre. Et en même temps, les choses les plus graves traversent tout ça. Et on ne sort pas de cette histoire indemne, ni eux, ni nous, d'ailleurs. Justement, tous ces éléments, ils sont là aussi symbolisés d'une certaine façon par cette tour qui occupe l'espace central. Tour des délices, tour des supplices. Voilà, tour des délices, tour des supplices. C'est vraiment l'élément central de ce décor que vous avez imaginé. Il y a bien sûr... C'est un décor qu'on a imaginé avec Michel Barcelo, qui a donné l'aspect plastique, les aquarelles magnifiques qui rythment le spectacle. Ce sont des grandes toiles qui rythment le spectacle. Et puis, il y a aussi un autre élément important, la présence d'acteurs parmi les chanteurs. Oui, c'est-à-dire le frottement des acteurs et des chanteurs donne toujours quelque chose d'assez jubilatoire. Et puis il y a la direction de Marc Minkowski qui ne gâte rien par son énergie, sa joie et sa profonde connaissance de cette musique. Alors on a évoqué il n'y a pas très longtemps, pour celles et ceux qui n'auront pas la chance d'être à Aix-en-Provence, la sortie
de cet opéra en DVD, hein, donc on peut toujours se le procurer utilement pour le découvrir. Chez Bel Air Classique, il y a une très belle idée aussi, une très belle invention, c'est la façon dont vous avez traité le personnage du Pacha, qui est un personnage qui ne chante pas dans cet opéra, mais dont vous le faites à la fois parler, et puis un derviche tourneur comme ça, absolument magnifique. Non, je voulais vous entendre, parce qu'en préparant un peu cette émission, je relisais des entretiens que vous aviez donnés lorsque vous avez créé la toute première fois cet enlèvement au sérail, sur votre travail avec les chanteurs, puisqu'on parlera tout à l'heure, on rendra hommage à Régine Crespin qui nous a quittés hier, mais vous parliez des chanteurs comme à la fois de personnes extrêmement physiologiques et en même temps habitées d'une grande grâce. Je trouve que c'est quelque chose qui allait particulièrement bien à Régine Crespin. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le travail singulier qu'il y a avec un travail de comédie, bien entendu, mais ce travail à la fois sur les corps et le chant avec des chanteurs d'opéra, et puis des jeunes chanteurs d'opéra en plus, sur un plateau comme l'enlèvement. Il y a forcément un travail de comédie, puisqu'il y a des scènes parlées. Bien sûr. Mais en dehors de ça, la difficulté et l'aspect passionnant à travailler avec des chanteurs, c'est qu'ils ont une espèce de continuité forcément de la musique. Et donc, dans une séquence, dans une scène, dans un aria, il y a un mouvement naturel de la musique. Mais il faut travailler aussi l'action pour que l'action, elle, ne s'interrompe pas. Et que très souvent, ils font très, très méthodiquement et ils ont une grande disponibilité au déplacement. Mais il faut travailler la fluidité. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils soient dans une schizophrénie. Et même s'ils ont ils ont plaisir à jouer, très souvent, on a très peu de temps pour ça, mais il faut trouver la fluidité de l'action, et puis la grâce du mouvement aussi. Et jamais contredire la musique, mais quand même, de temps en temps, la faire exister d'une autre façon. Et justement, est-ce que la contrainte particulière, les contraintes qu'impose l'opéra par rapport au théâtre, ou peut-être la liberté est plus grande, quelqu'un comme Patrice Chéreau dit maintenant que finalement, à l'opéra, il y trouve tout son compte par rapport au théâtre, parce que c'est une forme d'art total, dans à la fois la contrainte contraint et en même temps permet paradoxalement quelque chose de plus épanouissant encore. Oui, non, mais c'est une vous jouissance, la contrainte. C'est une vraie jouissance. C'est un cadre qui ne restreint pas. C'est un cadre qui augmente la liberté. Et c'est vrai que cet art total donne aussi des plaisirs incroyables. Et ah oui, c'est extrêmement sensuel, l'opéra. C'est peut-être ça qu'on recherche. Et on a tellement à apprendre à entendre. Et c'est vrai que la musicalité du théâtre, enfin nous on l'entend comme ça avec Jérôme, vraiment, pour nous le théâtre est extrêmement musical, même quand il est fait de silence. Et ici la musique vous est proposée, donc il suffit de ne pas la contraindre, de ne pas trop la contrarier, mais aussi de s'en amuser et de s'en décaler de temps en temps. Alors c'est vrai que nous sommes à Nîmes et que nous parlons d'Aix-en-Provence. On va aller plutôt du côté de Marseille dans un instant. Si je ne m'abuse, Macha Makayev, vous êtes née à Marseille. Mais oui, les hasards de l'immigration ont fait que je suis née à Marseille et je suis bien contente. Mais qu'est-ce qui vous reste de Marseillais ou de Marseillaise ? Je suis parfaitement bilingue comme Serge. Vous pouvez nous le prouver ? Mais oui, si vous commencez à parler avec Serge, on pourrait ne pas comprendre avec Serge Valetti. Sur le dernier spectacle, je vais être très contente parce que je l'ai lu, je l'ai relu, je me suis régalée parce qu'il est régalant. Serge Valetti, alors c'est vrai que bonjour. Si vous avez commencé à écrire, c'est pour vous fournir la matière, fournir la matière aux comédiens que vous êtes, hein, toujours quand même. Que je voulais être. Ouais, enfin que vous voulez être, que vous êtes, que vous étiez, que vous serez encore. Mais quand aujourd'hui, et comme ce sera le cas demain, bon, c'est avec Ariane Ascaride, c'est encore un peu particulier, mais quand vous entendez les autres jouer, dire vos textes, ça vous procure quoi comme sensation ? Ça me fatigue moins déjà, si c'est moi qui le fais, mais surtout, principalement, c'est ce que j'ai découvert, c'est-à-dire que j'écrivais pour moi, donc quand je le jouais, j'avais le plaisir de l'auteur, le plaisir de l'acteur. Comme j'aime bien faire rire, donc j'avais le plaisir comme ça du spectateur en plus. Et que ce soit quelqu'un d'autre qui joue mes textes, du coup, disons que je fais plaisir à une personne en plus, quoi. Voilà, il y a moi, auteur, les spectateurs, et puis c'est très agréable de voir quelqu'un jouir sur scène avec ce que je lui ai proposé, quoi. Voilà. Et ça, c'est encore plus subtil, je dirais. Alors, ça fait un certain nombre de fois que vous voyez jouir Ariane Ascaride, oui. Serge Valetti. On se souvient que l'an dernier, notamment au Théâtre La Bruyère, elle lisait du Serge Valetti. Alors, demain soir, à 19h, dans cette magnifique cour de l'Hôtel Minier de Salinel, dans le cadre de Nîmes Culture, ce sera l'invention de Suzanne. On va en parler, mais la rencontre avec Ariane Ascaride, elle remonte à quand, en fait ? Je pense
très tout petit, parce que en fait c'est son frère qui draguait plus ou moins ma sœur. Voilà. Donc, mais c'est il y a très très longtemps. Et après, Ariane est montée à Paris, et puis moi, Pierre, je le connaissais. Et puis, en fait, elle a joué professionnellement. La première fois, Ariane a joué dans ma pièce Papa, qui était qu'a mis en scène Pierre, Ascaride, à Malakoff, qui était sur l'histoire d'un borgne qui avait 3 filles et donc qui voulait prendre le pouvoir et qui était trahi sans arrêt par tout le monde, notamment un petit et qui était soi-disant avec lui. Et puis après, donc il y avait sa fille quand même, la plus jeune, qui s'appelle Francine chez moi. Et qui veut reprendre le flambeau, quoi. Voilà, donc c'était ça en 92. J'écris ça après l'histoire de Carpentras. Ça m'avait choqué, cette histoire-là, et donc j'ai écrit cette pièce très vite, un peu calquée sur Le Roi Lear, quoi. J'avais remarqué que c'était 2 personnes qui avaient 3 filles, quoi. Ça m'a suffi pour démarrer. Ouais, ça, vous travaillez depuis un petit moment, en 89, vous avez commencé à penser à cette pièce-là, elle s'est finalisée en 92, si mes renseignements... Je l'ai écrit très vite. C'est Carpentras qui a vraiment voilà. déclenché et après, l'écriture. ça a mis longtemps, comme d'habitude, les pièces mettent longtemps à être montées. Il faut réunir, après on se coltine avec la réalité et avec l'argent. Et donc il faut trouver l'argent pour payer les gens, quoi, voilà. Alors concernant Ariane Ascaride, elle expliquait l'an dernier, justement, quand elle jouait vos textes au Théâtre La Bruyère, que pour elle, c'était pas compliqué parce qu'elle connaissait vos personnages. Mais pour celles et ceux des comédiens qui les connaissent pas, puisque vous dites que vous écrivez des pièces à conviction, comment est-ce que vous faites pour que vos acteurs soient convaincus ? Non, mais parce qu'il ne faut pas être marseillais pour jouer mes pièces. Ben non, c'est pour ça que je vous pose la question. Pour moi, il faut être comédien, peut-être. Oui, principalement. Mais c'est surtout l'idée plus du littoral. Voilà. Moi, mon théâtre, c'est un théâtre du littoral. Mais le littoral du monde entier. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis allé à Caracas, au Venezuela, avec Michel Didim, on a fait travailler des acteurs sur Le jour se lève Léopold. Et tout de suite, ils avaient l'esprit, quoi. Voilà, c'est le littoral, c'est-à-dire des endroits où on n'a que la moitié de la terre, le reste est inconnu, et de l'inconnu vient à la fois les bonheurs et les dangers aussi, je crois. Donc on passe sa vie sur la plage, quoi. Enfin, c'est quand même le rêve de tout le monde, enfin pour tous les gens que je connais, et de vivre comme ça sur cet endroit qui est au bord de quelque chose. Voilà. Donc c'est le grand littoral. Donc je viens de traduire une pièce irlandaise. Et bon, comme je supporte pas les traductions du genre, bon, pour les Russes, Anna Petrovna Kistoraya, passez-moi le samovar s'il vous plaît, oui merci, Hydrovitch, Kalaverdic, Igorich, Koskopik, donc tout ça, donc moi je transforme tout dans le pays du grand littoral. Et en plus l'Irlande est très proche de l'esprit irlandais est très proche de la Méditerranée. Alors, les mêmes mots en littoral, ça donne quoi alors ? Ben, le littoral, c'est un pays, c'est mon pays. Voilà, je suis du littoral et donc il n'y a pas de samovar. Il y a du samovar, mais on le regarde un peu bizarrement, quoi. Voilà, on le transforme. Stéphane Grant. Non, c'est bien de vous entendre dire ça, parce que c'est vrai qu'en lisant les articles qui vous sont consacrés, c'est toujours Serge Valetti, l'auteur marseillais, évidemment, voilà. Que vous êtes marseillais, mais enfin, ça a un côté à la fois très restrictif. En plus, je ne suis pas de Marseille, je suis du boulevard Chave. Voilà. Donc, attention, soyons sérieux et précis. Avec ce texte qui va être donc, que vous créez ici à Nîmes, Serge Valetti, vous revenez à une forme qui a fait votre succès, c'est-à-dire la pièce à 2 personnages. En l'occurrence, vous aviez commencé par des solos et puis par des duos, et puis progressivement, le plateau s'est empli de plusieurs personnages. Vous parliez tout à l'heure du jour se lève Léopold. Il y avait eu au Tête de la Colline la saison dernière Pub, où il y avait, je crois, une 65 personnages. 65 personnages sur scène. On avait suivi cette aventure avec Michel Didim encore. Est-ce que ça veut dire qu'entre-temps, dans les 20-30 années qui se sont écoulées, l'écriture a changé ? Bientôt justement 40, on va dire. Ouais. Non, mais justement, oui. Ça a évolué, bien sûr. Mais ce qui a fait évoluer beaucoup, c'est les questions économiques. Ça qui est, parce que si j'ai fait des solos, c'est aussi parce que je me retrouvais tout seul et que le seul type que je pouvais pas payer décemment, c'était moi. Et voilà, mais en fait, après, je suis devenu fou. J'ai imaginé cette pièce Léopold avec 9 personnages parce que je me suis imaginé avoir de l'argent. Et puis, je l'ai pas eu, mais d'autres ont pris le relais. C'est Chantal Morel qui l'a monté en premier. Avant ça, personne n'avait monté mes pièces. Ça faisait quand même 19 ans que j'écrivais et personne n'avait monté mes pièces. Il n'y avait que moi qui les montais. Donc, on croyait que c'était un type qui parlait tout seul sur une scène. On n'avait pas
senti quoi, que c'était de l'écriture, je pense. Et alors après, c'est Chantal qui a démarré ça. Et puis, après, oui, j'ai écrit Pub avec 65 personnages. Bon, voilà. Et puis, il se trouve que l'énergie d'un type comme Michel Didim fait qu'il trouve les moyens. Et ça, c'est formidable. Et puis quand il y a Hervé Pierre dedans, c'est Voilà. encore mieux, ça c'est sûr. Ouais, que ouais. tout de suite, ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, je disais 40 ans parce que ça, les brosses, c'est 69. Ouais. Donc ça va bientôt faire 40 ans depuis la première pièce jouée. Qu'est-ce qui guide votre plume? Qu'est-ce qui fait que la main toujours retourne vers le papier encore aujourd'hui, Serge Valetti? Qu'est-ce qui nourrit? Je crois que j'aime le théâtre, le lieu. Voilà. Et puis, ça me permet sûrement de fuir la réalité. Et donc, je m'invente une réalité. Voilà. Et ça devient du théâtre. Et puis écrire, c'est quelque chose qui est vraiment un plaisir, quoi. Voilà. Des fois, c'est difficile, c'est dur, mais c'est un vrai plaisir. Et quand moi, on me paye pour écrire des pièces, alors moi j'ai l'impression de faire des faux billets, quoi. Voilà. Donc je m'enferme dans mon bureau et puis avec les 26 lettres, j'écris et puis ça se transforme en argent et ça c'est voilà, j'ai plus qu'à le dépenser après. Il n'y a pas très longtemps, Macha Makayev, on a reçu une jeune metteur en scène qui s'appelle Juliette Deschamps qui disait que le théâtre c'était sa maison. C'est quelque chose qui fait écho. Ce que vient de dire Serge Valetti, c'est quelque chose que vous entendez. On peut dire que c'est votre fille, quand même aussi. Oui, Juliette est ma fille. Et c'est vrai que nous l'avons beaucoup trimballée très tôt et qu'elle s'endormait souvent sous les chaises. C'était une époque aussi. Oui, et c'est vrai que oui, c'est une maison et je dirais même que c'est une tribu. C'est-à-dire que même si on essaie de les éloigner un peu, ces enfants-là, ils rentrent par la fenêtre. Enfin, il y a quelque chose de très attractif. Ou sur le plateau aussi. Félix. Le petit dernier, Félix, il est sur le plateau. Oui, c'est vrai, ce soir, oui, il joue. Il reprend son propre rôle. Non, il est comme à la fois l'enfant de Pacha Selim et en même temps l'enfant indispensable au récit d'un conte. Donc il décale comme ça par son regard sur le monde des adultes et sur les troubles amoureux et voilà, c'est juste la distance un peu joyeusement ironique de Mozart, je pense. Alors ça, ce sera à partir de ce soir, l'enlèvement au sérail au Festival d'Aix-en-Provence. Et puis Serge Valetti, nous, on va être à Avignon, en fait, réellement, donc dès ce soir, mais pour les émissions à partir de lundi. Il faut quand même signaler qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Avignon, notamment. Je le disais, on va être installé juste à côté du Théâtre du Chêne Noir. À 20h30, on pourrait bien y aller, non? Qu'est-ce qui se joue, Serge Valetti? Eh bien, c'est la création de ma pièce Réception, que j'ai écrite en 95. Et qui est mis en scène par Christophe Correa avec Claire Nebout et Jean-Claude Dreyfus. Et donc j'ai vu le dernier filage à Paris, disons, la semaine dernière, et c'est vraiment très très bien. Voilà. Et Claire Nebout et Jean-Claude Dreyfus font un travail magnifique, voilà, d'acteurs magnifiques. Alors il y aura 3 jours de relâche dans Oui, le 20, festival. 21, 22, il y a relâche, mais sinon c'est à 20h30 tous les soirs du 6 au 28. Bon, ça c'est bien. Demain soir, 7 juillet, 19h, l'invention de Suzanne de Serge Valetti, c'est une commande de France Culture. Enfin, ça, on sait que vous aimez la radio, de toute façon, Serge Valetti. Et ça fait longtemps que nous travaillons ensemble, donc avec Ariane Ascarine. La diffusion, le 22 juillet, je crois, je l'ai noté quelque part, je vous le dirai tout à l'heure à nos auditeurs, de cet enregistrement. Mais avant de rejoindre la maison de la radio, avant de rejoindre le journal de la rédaction et puis revenir ici, on va faire un petit détour au téléphone par Grignan pour quelques instants avec Nelly Kaplan, parce que Grignan, c'est le lieu où se déroule le Festival de la Correspondance. Festival, est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Nelly Kaplan? Oui, absolument. Ah, merveilleux. Grignan vous consacre beaucoup de choses, et notamment une belle journée d'hommage. Ce sera ce dimanche. Oui. Il y a une exposition, Nelly Kaplan dans tous ses états, ce qui promet quand on vous connaît un peu, et puis une lecture d'une sélection de lettres qu'Abel Gans vous a écrit. Ce sera Samuel Labarthe qui lira ces lettres. Ce sera à 12h15 au Jardin des Lettres. Samuel Labarthe qu'on avait applaudi il n'y a pas très longtemps dans Le Gardien de Pinter avec Robert Hirsch. Comment vous appréhendez, vous, cette journée, Nelly Kaplan? Je voulais vous dire, il lira les lettres et moi je les commenterai. Parce que souvent dans les lettres, il peut y avoir des allusions à des événements que le spectateur, l'auditeur ne peut pas comprendre si on n'a pas une petite explication avant. Comment j'appréhende cette journée du 8 juillet d'une manière très très festive. J'adore la littérature, j'adore le cinéma, donc c'est la fête totale. Il y aura aussi une rencontre avec le public.
c'est quelque chose où j'ai toujours un peu le trac et en même temps ça me passionne de savoir comment, quand vous jetez une bouteille à la mer, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'on voit au goulot, est-ce qu'on n'aime pas trop, on la trouve trop sucrée, c'est pas mon cas, peut-être un peu trop pimentée, ce qui n'est pas pour me déplaire. Oui, parce que vous aussi, Serge Valetti, on parlait de ce monde du littoral. On pourrait dire que vous aussi, Nili Kaplan, qui venez de l'autre côté de la mer, vous êtes une femme du littoral, une femme d'aventure. Une flibustière, comme on dit. Une flibustière, absolument. On n'a pas fait la fiancée du pirate pour rien, quand même. Oui. Abel Gance, c'est vrai, on le sait, a été une rencontre importante pour vous. Vous parlez de cinéma, vous parlez de littérature. Il y a eu Philippe Soupeau, il y a eu André Breton. Il y a des rencontres quand même très fortes qui ont jalonné comme ça votre parcours. Que je considère comme magiques, car ils sont magiquement tous venus à moi et magiquement je connaissais leur œuvre avant, donc ça s'est passé très très bien et je suis très reconnaissant à Gance puisqu'il m'a appris mon métier cinématographique. Et il y a Philippe Soupeau que le premier m'a dit, Nelly, avec les idées folles que vous avez dans la tête, il est temps de cesser d'écrire en espagnol, vous allez commencer à écrire en français. Et mon premier texte de fiction, justement, c'est lui qui m'a incité à les écrire. Alors c'est vrai qu'on parle d'écriture ici à Nîmes, elle est devenue aussi, elle est redevenue peut-être très importante pour vous récemment. Il y a pas très longtemps le livre Ils furent une étrange comète. La littérature et l'écriture aujourd'hui est une... Non, mais de toute manière, c'est les deux visages du même poussière d'étoiles. L'écriture, les verbes et la lumière, même si on raconte que les verbes est arrivé d'abord, moi je pense que les verbes et la lumière sont arrivés ensemble et qu'ils sont un peu bousculés pour passer la porte. Alors on pourra vous retrouver donc dimanche à Grignan, dimanche 8 juillet. D'abord cette lecture, la rencontre, vous l'avez dit, à quelle heure? Et la lecture avec Samuel Labarthe, 12h15. Moi-même, c'est à 12h15. Et la rencontre avec des publics, avec aussi, on parlera de la partie littéraire des méfaits, disons. Donc il y aura Cuisse de grenouille, Le Verbe et la lumière, qui était un colloque qui m'avait été consacré il y a quelques années par l'Université de Paris 8, et puis mes autres romans, et puis on parlera de mes films passés et de celui que je prépare actuellement, qui s'appelle Cuisse de grenouille, tiré d'un roman que j'écris moi-même, qui est paru il y a 2 ans aux éditions Marincel. Riche journée, puis exposition, je lisais beaucoup de choses à découvrir. À Grignan, officiel de la correspondance, venez, merci. C'est un dimanche, venez. Merci Nili Kaplan d'avoir été avec nous ces quelques instants. Merci Macha Makiev, merci Serge Valetti d'avoir passé ce moment avec nous. Tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, nous accueillerons Christine Boisson, Anne Cibran et Jean-Claude Grimbert. Ce sera après la chronique de Jean-Louis Hésine et surtout après le journal complet de la rédaction de France Culture qui vous est présenté par Antoine Mercier. Bonjour, la politique d'ouverture du gouvernement bouscule la vie politique française. Le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, annonce la nomination d'un certain nombre de personnalités de gauche dans des groupes de travail pour préparer le Grenelle de l'environnement. Nous serons en ligne dans un instant avec Olivier Denré. Jack Lang avait été sollicité pour prendre la tête d'une commission de réflexion sur la rénovation des institutions. Cela sème le trouble au sein du groupe socialiste, analyse de Cécile Amar. Selon le journal Le Monde, le président Sarkozy aurait par ailleurs évoqué les noms de messieurs Fabius et Strauss-Kahn pour diriger le Fonds monétaire international. L'ouverture, jusqu'où? Nous en parlons avec notre invité Benoît Hamon, député socialiste européen. Le contrat nouvelle embauche, jugé non conforme à une convention de l'OIT, c'est la période de 2 ans qui est jugée déraisonnable. Analyse de Marie Viennot. La lettre de mission de Nicolas Sarkozy à destination de sa ministre Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur. Il lui demande d'allouer les crédits en fonction des résultats, notamment en matière d'insertion sur le marché du travail. Précision de Marie-Pierre Véraud. L'actualité à l'étranger, nous suivrons avec Gilles Hervé la situation toujours très tendue à la mosquée rouge d'Islamabad, où les autorités pakistanaises ont rejeté les conditions posées par les étudiants islamistes pour se rendre.
Décidément, l'ouverture devient bien une véritable ligne politique. Ce matin, le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, donnait des précisions sur l'organisation à l'automne de ce qu'il appelait le Grenelle de l'environnement. C'est une réunion qui a pour but d'élaborer 15 à 20 mesures concrètes opérationnelles pour lutter contre le réchauffement climatique. Bonjour Olivier Denré. Bonjour. Parmi les pistes avancées, donc, il y a notamment cette piste de l'ouverture. Oui, avec 6 groupes de travail pour lutter contre les changements climatiques, préserver la biodiversité, instaurer un environnement plus respectueux de la santé, promouvoir des modes de production et de consommation durables, construire une démocratie écologique ou encore promouvoir des modes de développement écologique favorables à l'emploi et à la compétitivité. Ces groupes se mettront au travail le 16 juillet prochain, a promis Jean-Louis Borloo. Au total, il y a une quarantaine de membres venus de l'État, des collectivités locales, des ONG, mais aussi du monde du travail. Il y aura dans ces groupes des employés et des employeurs. Le nom des présidents de groupe sont déjà connus, dont celui de Nicole Notat, qui dirigera les travaux sur la démocratie écologique, ou encore Denis Tillinac, écrivain proche de Jacques Chirac, qui co-présidera lui le groupe de travail numéro 4, celui qui se penchera sur les modes de production et de consommation durable. À retenir aussi le nom de Marie-Christine Blandin, sénatrice Vert du Nord et ancienne première présidente du Conseil général du Nord-Pas-de-Calais. Elle dit avoir dans cette démarche le soutien de son parti. Elle épaulera le président du Conseil général de la Manche à la tête du groupe de travail mis en place pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles. Ce sont les 2 seuls élus politiques du dispositif de ce Grenelle de l'environnement. Le gouvernement, on le voit, continue donc dans sa stratégie d'ouverture à gauche, après le PS, les Verts. À noter que les présidents et coprésidents des autres groupes de travail ont à leur tête des chercheurs, des docteurs en économie, des médecins, des architectes, des urbanistes et des patrons d'instituts, autant de personnalités présentées par Borloo comme totalement indépendantes. Caution morale et scientifique de tout ce travail, celle de Michel Serres, qui donnera des conseils notamment en matière de démocratie écologique. Michel Serres derrière l'épaule de Nicole Notat, qui s'est éclipsée très vite après la photo de famille. Elle n'a pas répondu à l'invitation de Jean-Louis Borloo de prendre un verre pour fêter le lancement concret de ce fameux Grenelle de l'environnement. Olivier Denré, merci. Donc en direct du ministère de l'Environnement, effet de l'ouverture qui se sont fait sentir au sein du Parti socialiste hier. Dans un communiqué publié assez tard dans la soirée, l'ancien ministre socialiste Jack Lang annonce que dorénavant, il va boycotter les réunions du groupe socialiste à l'Assemblée. Raison, une brouille avec le président du groupe, Jean-Marc Ayrault. Ce sont les rumeurs selon lesquelles Jack Lang serait désigné à la tête d'une commission de réflexion sur la rénovation des institutions voulue par Nicolas Sarkozy. Rumeur qui serait donc à l'origine de cette brouille. Jean-Marc Ayrault avait été ferme et il avait enjoint Jack Lang à ne pas, je cite, se fourvoyer dans une aventure individuelle. Et voilà pourquoi donc Jack Lang vient de claquer la porte du groupe parlementaire. Cécile Amar. Jack Lang, prochaine prise de Nicolas Sarkozy. Même si l'ancien ministre de François Mitterrand feint d'entretenir le suspense, ses camarades n'ont plus aucun doute. Jack Lang devrait bien figurer à une place éminente selon l'Élysée dans une commission pour réfléchir sur les institutions. Les bonnes relations de Jack Lang et de Nicolas Sarkozy ne sont pas qu'épisodiques. Dès 2002, le mitterrandiste applaudissait la fermeture du centre pour réfugiés de Sangatte et la réforme annoncée de la double peine par le nouveau ministre de l'Intérieur. Pendant la campagne présidentielle, évidemment, le ton s'était durci, mais dès l'élection de Nicolas Sarkozy, Lang a été reçu par le nouveau chef de l'État. Et même s'il a démenti, ses contacts ressemblent bien à des offres de services. Ils se sont même poursuivis pendant les législatives. À l'Élysée, on scrute attentivement la popularité de l'ancien ministre de la Culture, un poste d'ambassadeur pour celui qui se rêvait au Quai d'Orsay en cas de victoire de Royal a même été envisagé. Trop compliqué sans doute, et du coup c'est Lang, le professeur de droit, qui est choyé. Tant pis s'il n'a pas toujours défendu les mêmes propositions que le président. Un mitterrandiste historique, un dirigeant socialiste populaire, à la prise est trop belle pour un Nicolas Sarkozy qui se rêve président de tous les camps et qui veut croire surtout que la gauche est morte pour longtemps. Alors, politique d'ouverture du président Sarkozy qui fait donc tanguer le navire socialiste déjà assez mal en point. Et parmi les autres prises, comme vous dites, Cécile Amar, on peut évoquer cette piste que cite le journal Le Monde. La présidence de la République aurait évoqué donc les noms de M. Fabius et de M. Strauss-Kahn pour diriger le Fonds monétaire international. Nicolas Sarkozy persiste et signe sa boulimie de dirigeants socialistes ou de personnalités de gauche paraît sans limite. Après Besson, Kouchner, Jouyet, Hirsch, Bockel et Amara, sans oublier les missions confiées à Védrine, Allègre ou Attali et le Calang, l'Élysée entend donc défendre la candidature de Laurent Fabius ou de Dominique Strauss-Kahn à la présidence du FMI.
Ces noms sont intéressants, un bon ministre des Finances, c'est bien. À ma connaissance, ils ne sont pas indifférents, affirme le très présent secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, au journal Le Monde. Les amis de Strauss-Kahn dénoncent une rumeur pour déstabiliser le PS et Laurent Fabius, qui sera à nouveau reçu par Nicolas Sarkozy cet après-midi en tant qu'ancien leader du non à la Constitution européenne, rappelle qu'aucune proposition ne lui a été faite. On a connu des démentis plus durs. On découvre donc peu à peu que le chef de l'État a aussi cherché à débaucher de nombreuses autres personnalités. Julien Drey, Manuel Valls, Jean-Yves Le Drian ou Malek Bouti. À certains, il aurait expliqué, selon le Canard enchaîné, qu'on est en 58 et que la gauche est dans l'opposition pour des années. On voit bien que face à un PS qui accumule les défaites électorales et qui se divise, Nicolas Sarkozy entend marquer des points en le privant de personnalité et surtout en entretenant l'idée que l'on peut passer de la gauche à la droite en quelques semaines sans se renier. Un piège contre lequel le PS, pour le moment, n'a pas trouvé de solution. Merci beaucoup Cécile Amar. Et nous disons bonjour à notre invité Benoît Hamon, député socialiste européen. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a fait des propositions, à vous ? Absolument pas. Bon, alors est-ce que le PS devient le pôle de gauche de l'UMP ? Pas davantage. Bon. Comment vous voyez ça alors ? Je le vois comme une opération claire, qui est de déstabilisation politique. Ce matin même encore, les propos de Nicolas Sarkozy étaient extrêmement clairs, rapportés par un journal du matin. L'objectif est de déstabiliser le Parti socialiste à l'occasion des élections municipales. Et pour cela, effectivement, cette stratégie qui est une stratégie de débauchage. Et ça marche pas mal quand même, apparemment. Mais j'observe que ça fonctionne sur quelques personnalités. On distille ensuite des noms dans la presse de gens qui ont été contactés ou pas contactés, peu importe. Le mal est fait dès lors qu'un nom circule dans la presse. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où parmi les multitudes contactés en... Benoît Hamon, là le téléphone, on a un petit problème de téléphone, on va essayer de retrouver une ligne correcte pour vous entendre à nouveau sur cette question. C'est un communiqué donc qui avait été publié hier soir, c'est la manière dont Jack Lang avait annoncé la façon dont il ne voulait plus participer au groupe du Parti socialiste. On va revenir donc sur cette question précisément avec vous Benoît Hamon, le temps de retrouver donc cette ligne. On évoque en attendant l'actualité sociale puisque la Cour d'appel de Paris a jugé que l'ordonnance d'août 2005 qui crée le contrat nouvelle embauche n'était pas conforme à une convention de l'Organisation internationale du travail. En mars dernier, le tribunal des conflits avait estimé que seule la juridiction judiciaire était compétente pour trancher ce conflit, l'État considérant que cela devait relever de la justice administrative. Ce qu'a donc fait la Cour d'appel ce matin, c'est de confirmer sur le principe la décision du Conseil des prud'hommes de Longjumeau, lequel avait invalidé donc un CNE qui avait été jugé déraisonnable, notamment le délai de 2 ans durant lequel un salarié embauché en CNE peut être licencié sans motivation. Marie Viennot. Pour licencier un salarié, il faut un entretien préalable, un motif et une possibilité de recours juridique sur ces motifs. C'est ce que dit la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail. Elle dit aussi qu'on peut déroger à la règle pendant une période, je cite, limitée et raisonnable. C'est là qu'intervient le pouvoir d'appréciation des juges. 2 ans, comme le CNE, est-ce raisonnable ? Alors ceux des prud'hommes de Longjumeau ont été les premiers à dire non, en avril 2006. Mais ceux du Conseil d'État, saisis par la CGT et FO, ont considéré que oui, 2 ans, c'était raisonnable. Depuis que le CNE existe, de fait, l'interprétation de cette convention de l'OIT est très variable d'un conseil des prud'hommes à l'autre. Le jugement de la Cour d'appel de Paris pourrait donc devenir une référence. Sauf qu'il reste encore un palier à franchir, la Cour de cassation. Car il y aura un pourvoi, c'est quasiment sûr. Alors si les magistrats de la plus haute juridiction confirment le jugement d'aujourd'hui, eh bien tous les CNE en cours deviendront des CDI, car on reviendra à un régime normal de 2 à 6 mois de période d'essai. On n'en est pas encore là, mais une chose est sûre, le gouvernement va devoir attendre l'arrêt de la Cour de cassation avant de mettre au point son contrat de travail unique, car l'idée, c'était de s'inspirer en partie du CNE. Ce pourvoi peut prendre entre quelques mois et 2 ans. Comme le contrat de travail unique est une promesse phare de Nicolas Sarkozy, on peut s'attendre à ce que ça aille plus vite que la moyenne. Merci beaucoup Marie Viennot. On a retrouvé Benoît Hamon, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, pour terminer avec le Parti socialiste, disons sérieusement, tout le monde parle de rénovation, de refondation, mais encore faudrait-il définir un terrain pour faire cette refondation. Est-ce que vous avez une idée ? Oui, non, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a manifestement aussi une crise morale au Parti socialiste, qui n'est pas simplement la crise du projet, mais dès lors qu'effectivement, aujourd'hui, des hommes et des femmes considèrent qu'on puisse passer comme ça du jour au lendemain dans le camp d'en face, alors que pendant la campagne présidentielle, on a cessé de dénoncer le projet de Nicolas Sarkozy, ça pose
pose effectivement la question du vivre ensemble. Et cette question, elle sera posée. Il faudra qu'on redéfinisse des règles de vie. Mais comment on en est arrivé là, Benoît Hamon? Parce que est-ce que ce n'est pas finalement que le Parti socialiste a perdu aussi ce qu'il ancrait à gauche, peut-être, dans sa doctrine? C'est clair qu'aujourd'hui, ce ciment, ce projet politique qui devrait tous nous rassembler, d'ailleurs nous mobiliser au moment où Sarkozy annonce qu'il n'y aura pas de revalorisation de l'ARS, qu'il n'y aura pas de revalorisation du SMIC, qu'on va faire une franchise santé, ce projet, cette cohérence manque aujourd'hui, et il est évident que c'est sur ce terrain-là qu'on va reconquérir à la fois la confiance des classes populaires et des classes moyennes, mais aussi la capacité à faire vivre le débat démocratique autrement qu'en s'illustrant par le fait de se vanter d'avoir reçu un coup de téléphone de Nicolas Sarkozy. Donc je rappelle que l'objectif est de nous déstabiliser et d'affaiblir la gauche avant les élections municipales. Vous restez avec nous, Benoît Hamon. On parle justement maintenant de la politique suivie par Nicolas Sarkozy, qui a envoyé hier sa lettre de mission à la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse. Il lui demande d'allouer les moyens attribués aux établissements d'enseignement supérieur en fonction de leurs résultats en matière d'accès au diplôme, mais aussi d'insertion sur le marché du travail. La philosophie du projet de loi sur l'autonomie est donc ainsi soulignée, Marie-Pierre Véraud, dans cette lettre. Et oui, les meilleurs établissements seront récompensés et ils seront évalués à l'aune de leur capacité à être en phase avec le marché du travail. Je vous cite la lettre de la lettre. Il s'agit de permettre aux jeunes Français de s'orienter vers des formations qui correspondent à leur projet personnel, mais aussi à l'exigence d'une insertion professionnelle réussie. Même philosophie pour l'orientation, donc en amont de l'université, qui devrait faire l'objet d'un nouveau dispositif permettant, je cite, de garantir que chaque étudiant rejoigne une filière dans laquelle il a des chances d'obtenir un emploi. Il s'agirait, on imagine par exemple, d'orienter vers des BTS des étudiants qui échoueraient à l'université. En un mot, ça veut dire sélection. Avec l'autonomie en préparation pour les universités, les pouvoirs accrus donnés au président d'université, les conseils d'administration dans lesquels les personnalités extérieures, par exemple venues de l'entreprise, auront un rôle plus important, on voit se dessiner une vision de l'enseignement supérieur dont les contours rejoignent peu à peu ce qui existe dans les pays nordiques ou outre-Atlantique. Alors le corollaire aux États-Unis, ce sont des droits d'inscription très élevés, mais le système boursier y est très développé, ce qui n'est pas encore le cas en France. Alors pour tenter de caractériser cette philosophie qui sous-tend la vision de l'éducation, Antoine, il est intéressant de lire aussi la lettre conjointement adressée au ministre de l'Éducation, Xavier Darcos. Elle lui enjoint de donner plus de souplesse et d'autonomie aux établissements pour qu'ils puissent avoir leur propre projet pédagogique. Nicolas Sarkozy y réitère sa volonté de voir supprimer la carte scolaire, ce qui permettrait, je cite, aux parents de choisir une école en fonction du projet pédagogique mis en œuvre. La lettre prévoit également de doubler la place du sport à l'école, de renforcer significativement l'enseignement culturel et artistique et de faire en sorte que tout élève sorte bilingue du lycée avec un enseignement des langues étrangères commençant dès le cours préparatoire, chacun de ces points devant être évalué par un indicateur de résultats. Alors, ce nombre de ces orientations, on le voit, on semble bien dans la rupture avec une vision beaucoup moins centralisatrice de l'éducation à la française. Alors encore un mot, Marie-Pierre Véraud, parce que cette vision, finalement, on la retrouve dans la plupart des projets que met en œuvre actuellement l'exécutif. Et oui, cette inspiration venue d'outre-Atlantique, on pouvait la lire aussi déjà dans le projet de loi sur la récidive présenté hier par Rachida Dati, avec l'automaticité des peines en cas de récidive. Mais il y a aussi la pratique des institutions, avec un président chef de la majorité qui se passe pratiquement de Premier ministre, qui veut donner des pouvoirs de contrôle accrus au Parlement, devant lequel il serait responsable, qui nomme des commissions ou encore dont le porte-parole tient des points de presse hebdomadaires. Marie-Pierre Véraud. Alors Benoît Hamon, un dernier mot avec nous. Les observateurs s'interrogent pour tenter de qualifier ou caractériser la politique qui est actuellement suivie par le nouveau pouvoir. On a beaucoup parlé donc d'hyper-présidence. Il y a des indices d'une politique libérale assez nette, mais aussi volonté affichée de protéger les Français. Bon, quand il parle par exemple de réformer la Banque centrale européenne, au total, à quel chapitre de l'histoire des idées politiques vous inscririez, vous, la période qui est en train de se dérouler ? Je pense que nous sommes dans une séquence de type néoconservatrice à l'américaine. Il y a des mots pour parler des protections et sur les questions européennes. Nicolas Sarkozy a beaucoup insisté sur ce point, sauf que le traité avec lequel il revient de Bruxelles ne règle aucune des questions de concurrence fiscale, de délocalisation, de politique monétaire. Ça, ce sont les mots. En réalité, c'est une politique de type néoconservatrice sur la question des libertés, de type libéral sur la question des droits sociaux, avec une restriction des droits des salariés, un contrat de travail de plus en plus flexible, et une organisation du système éducatif, désormais, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'éducation
l'éducation nationale en fonction de l'offre et du marché du travail et de l'offre économique. Nous sommes dans un changement profond de la nature de la société française qui va se faire avec au prix d'une remise en cause des droits sociaux, de libertés fondamentales des Français. C'est autour de ça aujourd'hui que la gauche doit se mobiliser, pas simplement dans la résistance en essayant de poser du barbelé autour de ce que serait notre modèle social ou nos services publics, mais dans la volonté de dire que partout où ailleurs on pense le monde sous la forme de régulation, Nicolas Sarkozy lui pense l'avenir de la société française sous la forme d'une dérégulation dont on voit bien à qui elle profite d'abord, ceux qui sont les mieux préparés à cette dérégulation, à cette loi du marché et la loi du plus fort, ceux qui sont les mieux nés, ceux qui sont nés dans les beaux quartiers, ceux qui disposent du maximum de revenus et de moyens. Cette société-là, dont il parie qu'elle fera avancer le plus grand nombre, nous pensons aujourd'hui qu'elle servira sans doute les plus aisés, mais ne profitera pas au plus grand nombre, c'est-à-dire la majorité des Français. Et voilà de quoi refonder effectivement le Parti socialiste. Benoît Hamon, merci beaucoup, député socialiste européen. Merci d'avoir été dans ce journal. Quelques mots de l'actualité à l'étranger. D'abord, toujours la situation autour de la mosquée rouge d'Islamabad. Au terme de 3 jours de violence, des centaines d'étudiants islamistes sont toujours retranchés. Ils auraient fixé des conditions pour se rendre aux autorités pakistanaises, notamment d'avoir le libre passage en sortant. Conditions rejetées par les autorités. Ce matin, le leader des islamistes a assuré préférer la mort à la reddition. Gilles Hervé. Oui, les forces de sécurité finiront-elles par donner l'assaut en prenant le risque de dénouer la crise dans un bain de sang? C'est la question que chacun se pose autour de la mosquée rouge. C'est la question que se pose aussi Abdul Rachid Ghazi, le leader des fondamentalistes religieux, toujours retranché à l'intérieur du bâtiment et dont le frère a été arrêté avant-hier. La réponse à la question est politique. Depuis le début de l'agitation provoquée par les dirigeants de la mosquée début janvier, le président Musharraf joue la carte de la négociation, de l'indécision, estiment ses adversaires, et après les incidents meurtriers de ces derniers jours, il semble toujours hésiter à donner le feu vert aux forces de sécurité en soulignant la présence de femmes et d'enfants dans l'édifice. Abdul Rachid Ghazi joue sur cette crainte en déclarant qu'il préférerait effectivement mourir en martyr plutôt que de se rendre. Mais dans le même temps, il négociait sa reddition en imposant des conditions aussitôt rejetées par le ministre de l'Intérieur. Ce dernier estime que femmes et enfants sont retenus contre leur gré par une dernière poignée d'étudiants islamistes armés de fusils d'assaut et de grenades. En tout cas, même si l'armée et les forces de police qui assiègent la mosquée ne donnent pas l'assaut, elles progressent. Cette nuit, une partie du mur d'enceinte a été détruite à l'explosif. Les islamistes ont répondu par des coups de feu et des tirs de roquettes. Coup de feu encore, Gilles Hervé, ce matin entendu près d'une base aérienne d'où venait de décoller l'avion du président Musharraf. Alors l'avion du président aurait été la cible de tirs quelques minutes après son décollage d'une base militaire à Rawalpindi, près d'Islamabad. C'est en tout cas ce qu'affirment les services de renseignement en précisant qu'un suspect avait déjà été arrêté. Il aurait tiré depuis la terrasse d'une maison à l'arme automatique. Le porte-parole de l'armée dément. Pour lui, les coups de feu ne visaient pas l'avion du président. Merci Gilles Hervé. La météo, un temps maussade et pluvieux sur la moitié nord du pays, ensoleillé et plus chaud au sud, des températures de 18 à 33 degrés. 18h, prochain journal avec Florence Turme, et on va retrouver tout de suite pour la seconde partie de Tout arrive Arnaud Laporte. Merci Antoine, merci. On vous retrouve, j'imagine, lundi aux alentours de 12h50 pour ce journal complet de la rédaction. Lundi, nous serons, et pour toute la semaine, à Avignon, dans les jardins du Céla, impasse Jean-Pierre Grasse, à côté du théâtre du Chêne Noir. Lundi, notamment, nous serons en compagnie de Valère Novarina et Jean-Pierre Vincent. Mais tout de suite, nous retrouvons Jean-Louis Hézine pour sa chronique quotidienne. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. L'Allemagne a résolu de remettre à l'étude l'idée, à vrai dire stupéfiante, de consigner les tubes de dentifrice. Cette nouvelle est l'occasion de traiter la question du tube de dentifrice, de son utilité et même de son usage, de sa conservation, des tortures qui impriment jour après jour les devoirs de l'hygiène dentaire et enfin de son sauvetage par l'idée germanique de la consigne. Le principe de la consigne est déjà fort célèbre chez nous, où le recyclage perpétuel de la bouteille vide en bouteille pleine, assurant à l'âme du vin d'incessantes migrations de table en table et de foyer en foyer, a démontré de longue date le bien fondé de la métempsychose. L'immortelle vertu du contenu est en quelque manière attestée, garantie, voire sublimée par la perpétuité du contenant, qui prend dès lors valeur de monnaie dans l'échangisme du petit commerce. L'industrie elle-même a trouvé grand avantage à ce système qui lui permet de ne pas refabriquer ce qu'elle a déjà fabriqué.
Des générations de souffleurs de verre ont pu de la sorte s'économiser les bronches, et certains d'entre eux, sachant mettre à profit les loisirs ainsi gagnés, font même d'excellents joueurs de tuba dans les fanfares municipales, et l'on sait que cet instrument à vent à 3 pistons est particulièrement exigeant sur le plan du second souffle quand il s'agit de bisser, sous la tonnelle des dimanches d'été, une exécution luxuriante de Nuit de Chine. Tels sont, du moins en gros, les mérites culturels de la consigne du verre, auxquels il faut ajouter celui-ci que la redistribution de la dive bouteille a préservé la paix de nos vies d'ordures et même, disons-le, épargné à la France bien des Saint-Barthélemy de la Fiole, bien des Trafalgar du Jéroboam, bien des génocides de la canette et du flacon, dont nous aurions eu à déplorer les conséquences si, pour le malheur des gens honnêtes, les querelles d'ivrognes devaient se vider aussi par le massacre d'un récipient jetable et sans valeur. C'est à de telles subtilités que se reconnaît une civilisation bimillénaire sûre de ses atouts et de ses rentes. Livrons le fond de notre pensée. On voit moins d'intérêt, moins de noblesse, aussi moins de poésie, en un mot, dans la décision de la chancellerie allemande d'élargir la philosophie de la consigne au tube de dentifrice, lequel, meurtri, roulé, aplati, souillé par la dessiccation atmosphérique d'une pâte résolument obstruante dans sa vie terminale, n'a plus de tube que le souvenir d'en avoir porté le nom et pourrait même humilier gravement le consommateur venu à la caisse en échanger la relique contre un demi-euro. Il est même question, outre-Rhin, de consigner tous les emballages, cartons, boîtes de conserve, couvercles de fromage, plastique divers. La France profonde a longtemps dissimulé sa fortune dans la lessiveuse. Si l'Allemagne transforme ses poubelles en banques de dépôt, c'est qu'elle glisse dans le déclin. Quand on remboursera les pots de banane, une certaine idée du commerce aura sans doute vécu. Merci Jean-Louis. On vous retrouve lundi pour une nouvelle chronique. Autre annonce ce soir, une nuit France Culture consacrée à Jean-Luc Lagarce, une nuit qui commencera sur notre antenne à 1h05 du matin par la rediffusion d'un Mardi du théâtre de Lucien Atoun, une pièce dans le nouveau répertoire dramatique de Jean-Luc Lagarce. Voilà, toute la nuit avec lui. Nous serons en compagnie la semaine prochaine notamment de François Béreur, Jean-Pierre Thibaudat et Laurent Poitrenaud pour aussi une soirée que nous consacrerons à Jean-Luc Lagarce en Avignon, cette année Lagarce, année où il aurait eu 50 ans. Et puis, tant qu'on est dans les annonces, je vous signale que dimanche soir, de 22h10 à minuit, vous pourrez entendre de larges extraits d'un débat que je conduirai à Avignon dimanche matin sur le thème « À quoi peut servir une politique culturelle en Europe ?» Rien que cela. Parmi les intervenants, Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, Yann Figel, commissaire européen en charge notamment de la culture, Catherine Lalumière, présidente de Relais Culture Europe, et puis les metteurs en scène Roméo Castellucci, Ludovic Lagarde, Galine Stoeff, et puis Hortense Archambault, co-directrice du Festival d'Avignon, Bernard Faucroul, le directeur du Festival d'Aix, Bernard Stiegler, et quelques autres encore. Ce sera dimanche soir sur France Culture. Mais pour l'heure, nous sommes à Nîmes. Festival Nîmes Culture. Nous avons le plaisir d'accueillir à présent Christine Boisson, Anne Cibran et Jean-Claude Grimbert. La première lira tout à l'heure, à 17h, un texte pour l'heure inédit de la seconde. Je suis la bête, qui paraîtra au mois d'octobre, je crois, aux éditions Gallimard. C'est le texte nu, production de la SACD et de France Culture en partenariat avec le Théâtre de Nîmes. Cette lecture sera diffusée mardi soir prochain, le 10 juillet, de 21h à 22h sur notre antenne. Je ne manquerai pas de vous le rappeler. Et puis à 19h, toujours dans cette très belle cour de l'hôtel Meignier de Salinel, ici à Nîmes, sera jouée pour la première fois en France la nouvelle pièce de notre troisième invité, Jean-Claude Grimbert, Vers toi, Terre promise, tragédie dentaire. Nous allons en parler. Quelques mots peut-être tout d'abord pour saluer votre présence, Christine Boisson. Il y a quelques semaines, pas si longtemps, nous recevions dans cette émission Ève Ansler, dont vous avez porté avec beaucoup de force et de conviction les monologues du vagin sur les plateaux de théâtre. On parlait de l'importance de la conviction tout à l'heure avec Serge Valetti. Puis il y a tout juste 2 semaines, c'était Claude Régis qui était avec nous pour parler de son dernier livre, Au-delà des larmes, aux éditions des Solitaires Intempestifs. Je recommande une fois encore la lecture de ce livre. Au-delà des larmes, c'était un titre emprunté à Sarah Ken, mais c'est aussi une façon de parler de ce que Claude Régis demande
à ces comédiens, à ces comédiennes. Vous avez travaillé avec lui. Oui, par 3 fois. Par 3 fois. Et puis vous avez dit qu'à un moment donné, il avait fallu vous éloigner de lui parce que ça commençait à peut-être devenir dangereux pour vous, Christine Boisson. C'est au-delà des larmes, voilà. Et au-delà de la chair, du sang, des os et de la moelle même. Donc quelquefois, ça fait un peu peur. Ouais, mais j'adore Claude et le travail qu'on a fait ensemble. Je l'ai rencontré pour la première fois au conservatoire, où il était venu faire un stage de 2 mois. Et c'est un des rares qui m'ait ouvert la voie vers ce que ça pouvait être jouer et donner de soi-même, gratter ses blessures. Donc je lui en sais gré. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais effectivement. C'est quelqu'un qui va chercher très, très, très profond en vous et presque au-delà du possible, des fois. Oui, ça fait 20 ans que vous n'avez plus travaillé avec lui, mais j'imagine qu'il vous en reste... Mais j'aimerais de nouveau le faire. Ah, c'est vrai ? Oui, maintenant, de nouveau, je ne suis plus ouverte à être blessée sans y laisser des plumes. Bon, mais Claude Régis, qui nous fait l'amitié de nous écouter régulièrement, c'est ce qu'on dit à Claude Régis, si vous nous entendez. Mais enfin, vous avez une façon bien plus directe de lui passer les messages. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce travail-là, notamment avec lui, quand il va falloir gratter tout à l'heure, et ce travail que vous avez fait, on va en parler sur le texte qui force à se gratter de certaine façon d'Anne Sibran. Qu'est-ce qui reste de ce travail-là pour vous ? Il reste cette façon de s'approprier les choses en son nom propre. C'est-à-dire, quand j'ai un personnage à jouer, quand j'ai un texte, je me l'approprie. C'est-à-dire, je vais faire chercher au fond de moi ce qui ressemble à ce que le personnage dit et je me l'incarne tout simplement, me le mets en chair. Et c'est effectivement par Claude Régis que j'ai exploré cette voie-là de l'incarnation, de rentrer dans les mots, dans la chair des mots. Alors, il y a bien sûr d'autres choses qui restent, et en particulier qui ont trait à l'enfance, pour certains plus fortement que pour d'autres. Tous 3 ici, en tout cas, vous êtes bien placés pour nous en parler. On va en parler tout à l'heure avec Jean-Claude Grimbert. Il y a peut-être quelque chose que vous partagez avec Anne Sibran, Christine Boisson, notamment. C'est une partie du Maghreb dans votre chair. Alors, si vous n'êtes né pas très loin d'ici, Salon de Provence, à quelques kilomètres, vous avez vécu enfant à Marrakech. C'est une chose qui reste aussi en soi. Ça reste très, très, très fort. Vous êtes revenu très, très, très tôt en France. Pour moi, le Maroc est mon pays, oui. Même bien que je sois née à Salon de Provence, que je sois française, d'origine martiniquaise, enfin c'est un peu compliqué tout ça. Pour moi, mon vrai pays, c'est le Maroc. Oui. Ce ciel bleu dur, ces nuits étoilées avec des milliards et des milliards d'étoiles. Et ce contraste, je suis faite de ce contraste entre les neiges éternelles de l'Atlas et la plaine sèche, les oasis et les cocotiers. Anne Sibran, vous êtes celle qui est née en métropole. Les cocotiers, c'est des dattiers. Des dattiers, pardon, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Anne Sibran, vous née en métropole, mais de parents qui venaient tout juste de devoir quitter l'Algérie. C'était 1 an après l'indépendance. C'est un pays donc qui n'a existé pour vous qu'à travers les mots de vos parents, et singulièrement de votre père. Ça a donné naissance à ce premier roman publié, Bleu Figuier, qui parlait de ça. Les mots que Christine Boisson emploie, j'imagine, sont des mots qui résonnent à votre oreille. Oui, c'est un pays que j'ai dû m'approprier par les mots et reconstituer moi-même, phrase après phrase, pour pouvoir traverser la mer et après y aller, parce que, en fait, je n'y étais pas née, mais mon père m'en parlait tout le temps. Et il m'en parlait tous les soirs, pratiquement à la même heure, dans le salon de la maison. Il me racontait sa dernière traversée d'Alger de façon totalement obsessionnelle. Et donc, c'est ce qui a fait un peu la chair du premier roman. Donc moi, je suis plutôt dans les lisières, parce que j'ai jamais pu naître dans le pays rêvé de mon père, dans ce paradis qu'il avait perdu. Donc j'ai toujours un peu l'impression d'avoir dû grandir comme ça dans les lisières, dans l'entre-deux. À propos d'Algérie et d'Algérienne, alors Christine Boisson se souvient de Liberté la nuit, de Philippe Garrel. Oui. Vous étiez Jemina ? Oui. Qu'est-ce que je dois dire ? Non, mais c'est quelque chose qui a
Quand on travaille un personnage comme celui-là, on se sert de ces souvenirs de sa chair, justement, de cette enfance, j'imagine. Bien curieusement, moi je m'en rends pas tellement compte, mais souvent les gens m'ont dit que j'avais un accent indéfinissable, qu'il me reste des traces d'accent, ou avec des O un peu fermés quelquefois. Je me suis servi de ça. Voilà, tout simplement. Pas plus. Jean-Claude Grimbert, on va parler plus précisément de cette nouvelle pièce qu'on va pouvoir découvrir ici, en avant-première, à Nîmes, pour ce festival Nîmes Culture. Mais évidemment, la reconstitution de la mémoire, le travail sur l'enfance, c'est évidemment quelque chose qui est au cœur de votre travail. Il y avait même une pièce en Anac, c'était Sortie de théâtre, qui jouait vraiment là-dessus. Des commentaires entendus de vos spectateurs. Ah oui, encore l'Holocauste, toujours l'Holocauste, avec lui c'est toujours pareil, on parle toujours de la même chose. Ça a dû le marquer, ça lui a lui rester en travers de la gorge, et pour cause, puisque vous qui êtes né en 1939, si je ne m'abuse, Jean-Claude Grimbert, vous n'avez vécu avec votre père que quelques mois, entre le moment où il est revenu de captivité en tant que prisonnier jusqu'à sa déportation à Drancy, et c'est bien de cela qu'il s'agit toujours dans votre œuvre. C'est un élément qui vient d'une enfance, mais alors qui n'est pas une enfance qui permet des souvenirs, parce que quand on est trop petit, on ne les a pas, ces souvenirs-là. Reconstitution de mémoire, travail de mémoire. Non, je pense que si j'avais les souvenirs, j'aurais beaucoup plus de mal. Par exemple, mon frère, qui avait 4 ans de plus que moi, qui a vécu la même enfance, mais lucidement, ne se souvient pas de grand-chose, sinon de la peur commune que nous avions. Moi, je ne fais pas d'efforts. Je fais des efforts pour chasser les souvenirs. Pas des souvenirs précis, mais une impression. C'est-à-dire que les sujets s'imposent en dehors de ma volonté. C'est-à-dire que souvent, je me dis, tiens, tu n'as qu'à écrire quelque chose de léger, un truc qui va faire marrer tout le monde, et puis on se retrouve dans un placard, mais au lieu que ce soit le placard du vaudeville, c'est le placard où on est caché, et où les flics entrent, et où voilà. Donc on n'est pas très libre de ces sujets. Et quant au travail sur la mémoire, si c'était très très pénible, je ne le ferais pas. Hein. Je viens d'écrire une petite pièce sur la paresse, qui résume mieux que l'atelier mon goût profond. C'est-à-dire que j'aimerais ne rien faire. Voilà. Mais des circonstances font qu'au bout d'un certain temps, j'ai des remords, je me dis, t'as rien foutu, il faut quand même faire un truc. Voilà. Et là, cette histoire de dentiste... Ça, c'est la pièce qu'on va découvrir ici. Oui. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu effectivement enfant. J'allais chez un dentiste qui me faisait très peur parce qu'à chaque fois qu'il devait faire le moindre petit geste, il se mordillait la lèvre inférieure comme si ça allait être très grave. Et je suppliais ma mère de changer de dentiste et elle me disait non, il a tellement souffert pendant la guerre. Et voilà, et encore une fois, tout le monde rigole. Voilà. Et je ne comprenais pas. Grimbert. Alors je disais, mais en quoi il a pu souffrir plus que toi, puisque toi, ton mari est mort et tout. Enfin, même si je lui disais pas, je pensais ça. Mais il a tellement souffert pendant la guerre qu'il m'a conduit, il y a peu, à écrire un premier récit dans un livre qui s'appelle Mon père inventaire. Et puis ensuite, ce sujet-là s'est imposé parmi d'autres, et j'ai écrit cette histoire de dentiste, de bonne sœur, de déportation. Alors en gros, voilà, cette famille, ce dentiste et sa femme avaient perdu une fille en déportation et l'autre était devenue bonne sœur. Et ils n'ont plus jamais, dans mon idée, après j'ai appris que les choses ne s'étaient pas passées exactement comme ça, mais dans mon idée, ils n'avaient jamais revu, celle qui était déportée bien sûr, ni la sœur. Voilà. Et j'ai appris dernièrement que leur deuxième fille, qui était la fille aînée en fait, et qui est devenue bonne sœur, a fait une carrière, qu'elle a été proche du pape à un certain moment, mais je n'ai pas voulu faire une enquête précise. Je ne raconte pas leur histoire, je raconte l'histoire du Jean-Claude qui avait des dents cariées et qui était obligé d'aller au moins 2 fois par semaine chez le dentiste pendant des années.
On va revenir vers ce cabinet de dentiste, mais vous avez parlé de placard tout à l'heure, Jean-Claude Grimbert, donc la tentation est trop forte d'aller vers ce texte d'Anne Cibran qu'on va découvrir tout à l'heure. Ici, à Nîmes, ce sera à 17h, je ne dis pas de bêtises, 17h, oui, dans ce jardin de l'hôtel Meillet de Salinelles, et puis au mois d'octobre, ce sera publié chez Gallimard. Vous savez que les rapports par enfants, les histoires d'enfants, ce sont aussi des choses qui vous travaillent. Anne Cibran, là, il y avait La fille de l'air. Est-ce le bon titre? Ma vie en l'air. Ma vie en l'air, pardon. Une jeune fille qui pensait pouvoir rêver. Celui-ci, texte très particulier, Je suis la bête. Qu'est-ce qui déclenche son écriture? Est-ce que vous le savez? C'est vraiment effectivement quelque chose qui vient nous chercher, qu'on n'avait pas prévu. J'étais partie sur un tout autre roman et j'ai été rattrapée par... J'avais un souvenir d'enfance, un mauvais souvenir d'une nuit passée quand j'étais toute petite sous un arbuste avec un chat. Je pense que c'est ce qui fait peut-être le cœur du roman. Et puis j'avais aussi ce sentiment quand j'étais enfant que j'étais plus à l'abri à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur de la maison. Et donc la forêt, les arbres, la nature, ce qui effrayait tant mes amis, était pour moi un endroit au contraire extrêmement bienveillant. Voilà, je pense que c'est à peu près autour de ça que le livre est venu. Alors tout commence dans un placard d'une fillette, Méline, on apprendra son nom, 2 ans, qui est enfermée là, laissée à l'abandon, et on va découvrir à travers le récit, puisque c'est elle qui raconte comment, tout d'abord, effectivement, une mère de substitution, un animal, une chatte, va lui sauver la vie, et comment elle va découvrir par elle-même la nature, comment se nourrir, comment survivre. Évidemment, la très grande difficulté de ce récit, et sa très grande réussite à mon sens, c'est trouver une langue, trouver la langue de cet enfant. On va, dans un instant, Christine Boisson va nous en donner un aperçu à travers un court extrait, mais comment est-ce que, là encore, vous avez, à partir de ce projet, trouvé, vous vous êtes dit, ça y est, je l'entends, cette voix qui me parle là? J'avoue que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Le contraire m'aurait quand même un tout petit peu agacé. Non, parce que j'ai commencé à écrire naïvement l'histoire avec ma langue. Et puis ça marchait pas parce que on pouvait pas comprendre que quelqu'un qui avait vécu une expérience comme ça ne porte pas l'empreinte de cette expérience dans sa façon de parler. Donc après, j'ai dû casser la langue entièrement. Et il y avait des versions épouvantables. Et puis petit à petit, comme ça, j'ai trouvé une musique. Et d'ailleurs, j'ai été aidée par un homme merveilleux que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Knut Victor. Voilà, que je suis allée rencontrer plusieurs fois et qui est écouteur d'insectes, qui a une espèce d'oreille absolue, qui fait des musiques de paysage. Et lui, en fait, en me parlant de sa façon d'être dans le Luberon, dans cette montagne qu'il essayait d'attraper, il m'expliquait des choses sur ses fréquences sonores. Je ne saurais pas le dire autrement, mais voilà. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une sorte de parler chat ou d'une chose comme ça qui serait, on enlève les adverbes, on fait une langue comme ça brute, sauvage. C'est encore autre chose. Il y a des phrases parfaitement construites, il y a des fois des expressions très étonnantes, une façon de... Mais c'est un rapport au monde, cette langue-là. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est en fait un rapport au monde, un rapport au silence aussi, parce que j'ai essayé de faire courir deux sortes de musique, là, celle des hommes, mais aussi celle de la forêt, cette espèce d'unité sonore. Et aussi, j'ai trouvé parfois, pour m'aider, dans les vieux mots de vénerie, qui sont des mots instinctifs, qui sont les premiers mots qu'on a fabriqués sur la terre de la forêt. Voilà, quelques mots pour m'aider aussi. Alors Christine Boisson, vous allez avoir cette lourde tâche de porter ce texte-là, mais alors avant de lire un extrait, peut-être comment est-ce que vous l'avez reçu et comment est-ce que vous avez fait ce chemin jusqu'à la voix qui va dire ce texte-là? Tout d'abord, j'ai eu du mal à lire le texte parce que c'est vrai que Anne écrit d'une façon très poétique avec des expressions qui ne sont pas du tout habituelles. Et petit à petit, j'ai commencé à rentrer dedans. La première fois qu'on s'est rencontrés, que j'ai commencé à lire le texte, j'annonnais, je bafouillais, je trébuchais sur chaque mot. C'était une catastrophe, à tel point que je me suis dit que c'était pas pour moi, quoi, que je n'arriverais jamais à le faire. Et puis petit à petit, je suis rentrée dans cette langue-là, et
Et j'en ai entendu le rythme et la scansion, et je trouve que c'est écrit quasiment comme des vers raciniens, que c'est très beau, que c'est très ciselé, que les mots qu'elle trouve comme « je sens la bête qui m'agriffe », c'est un mot qu'on n'entend pas souvent, sont très imagés, que je suis rentrée dedans petit à petit comme ça, en grattant couche après couche pour trouver le fond, ce qui est d'authentique et de profond dans cette bête, dans cet enfant bête, dans cet enfant sauvage. Et je trouve ça de plus en plus beau à le lire. Il y a une scansion, il y a un rythme, quoi. C'est souvent des octosyllabes. Et on entend un extrait ? Oui, je vais essayer de faire au mieux. On est quoi au début? Je vois votre exemplaire de travail, on est au tout début du texte? Oui. Un jour, ils m'ont poussé dans un placard, puis ils ont refermé la porte, et je ne les ai jamais revus. Ni la femme qui m'a sorti de son ventre, ni l'homme qui me portait un peu. Est-ce que j'avais crié trop fort? Ou peut-être ils ne pouvaient plus me nourrir? S'il n'y a qu'une chose sûre, c'est qu'ils m'ont oublié. J'avais 2 ans, parce qu'ils m'avaient donné un nom quand même, que d'autres trouveront plus tard en fouillant des papiers. Un nom sans adresse ni maison laissée au hasard d'un village par ces 2-là qui n'avaient que leurs jambes et cette longue faim qu'ils traînaient sous le ciel, asseyait sur une pierre à un feu de carton. Je crois que je les ai appelés. Je savais un peu parler à l'époque, mais je n'ai pas trouvé les mots pour qu'ils m'entendent, car ils sont restés encore un moment à côté de ma porte dans les maisons abandonnées. C'est de ces choses dont je me souviens par le bout de mes ongles. Je les entendais marcher. Je savais même quand ils dormaient à leur respiration. Jamais je n'aurais gratté sans tout leur... Excusez-moi, c'est encore un peu frais. Jamais je n'aurais gratté sans tout leur bruit derrière, gratter à m'en bistourner les ongles, les faire pousser à rebrousse-doigts. On peut m'en dire et m'en dédire, mais il y a des choses que je sais sans les mots, par le fond de mon corps, comme quand je touche une de mes blessures de chasse, je sens la bête qui m'agriffe, la branche qui me perce, tout revient aussitôt. Pour me rappeler le placard, il suffit que je frotte dessous mes griffes rondes aux cicatrices roses des phalanges raccourcies. Alors je revois 2 mains folles en train de supplier le bois, le fouiller jusqu'à l'os, avec le corps pendu derrière comme un petit chiffon. Voilà, c'est un extrait. Merci Christine Boisson, parce que c'est le début de ce livre, un exercice jamais simple à la radio, puis c'est pas l'heure. Vous jouez de toute façon, c'est à 17h que ça se passe. Et tout à l'heure, dans la Compagnie de Salinel, sur l'antenne de France Culture, à 21h mardi soir. J'ai pas encore laissé parler Stéphane Grant. Non, vous avez employé tout à l'heure, Anne Cibran, 2 mots d'ailleurs, le mot de lisière et le mot d'entre-deux. Le mot de lisière, évidemment, il revient dans votre livre et je trouve qu'il définit extrêmement bien le projet qui est, Arnaud le disait, à la fois extrêmement audacieux et particulièrement réussi. Parce que la lisière, c'est aussi ce que vous appelez le moment du mi-temps entre la fille et la bête. C'est la lisière entre le jour et la nuit, le jour pour les bêtes à sève, la nuit pour les bêtes à sang. C'est la lisière et la frontière entre l'humanité et l'inhumanité. Ça n'est pas d'ailleurs tout à fait par hasard si, en exergue de votre livre, vous avez mis cette citation d'Elias Canetti, extraite du Territoire de l'homme, que je veux citer. « Animaux aux chairs aimées, aux cruels, aux mourants, en train de se débattre, engloutis, digérés et assimilés, prédateurs et pourrissant dans leur sang, en fuite, rassemblés, solitaires, entrevus, débusqués, traqués, rompus, incréés, privés de Dieu, abandonnés dans une vie trompeuse, ainsi que des enfants trouvés. » Mais c'est alors ce travail, je reviens quand même à mon propos initial, ce travail sur la frontière et sur la lisière qui parcourt tout ce projet et qui est extrêmement réussi. Tout à fait. Merci. Le premier titre de ce roman, c'était « À la lisière ». J'avais pensé l'appeler comme ça au départ. Puis je trouvais que c'était un peu trop, presque cérébral pour le contenu. Et « Je suis la bête » nous mettait directement dans la tonalité du livre. Mais c'est tout à fait vrai. Et il y a aussi, justement, cette langue qui s'invente. Et donc aussi cette lisière entre le langage et le silence.
et cette histoire qui est poussée jusqu'au bout, jusqu'au moment où justement elle se retire parce qu'elle ne peut plus rien dire d'autre. Et la dernière phrase, je la voulais presque comme quelque chose qui reste en suspens. Jusqu'au nom propre eux-mêmes, puisqu'Arnaud citait le nom de Méline. Le nom de Méline, vous dites un nom entre le chat et la fille, parce que ça n'est pas tout à fait d'ailleurs le prénom de la jeune fille au départ, qui s'appelle Amélie. Il y a comme ça aussi une création des exactement. noms. Et puis, ce que j'essayais de tenir aussi, c'était quand même cette vraisemblance, c'est-à-dire essayer au niveau des histoires des animaux qui sont racontées, des scènes de chasse, au niveau aussi de la façon dont elle réapprend à parler, je m'en suis tenue aussi, parce que c'est inimaginable, ça on ne le sait pas, le nombre d'enfants trouvés et d'enfants sauvages qu'il y a encore aujourd'hui de par le monde. C'est incroyable, insensé. Par exemple aussi, j'ai découvert que Théodore Monod, quand il était gouverneur, avait reçu un témoignage d'un enfant autruche qui vivait avec un troupeau d'autruches, des enfants gazelles. Et qui courait très vite. Exactement. Non mais c'est vrai, c'est la réalité des choses, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a les enfants loups, les enfants tigres, les enfants... Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que c'est qu'un monde d'un seul coup où l'homme perd le privilège de la compassion? On va faire un livre où on va inverser les choses et où le regard, où le secours vient de là où on l'attend le moins, nous, hommes civilisés que nous sommes, du côté de la mousse. Ouais, ce thème-là, bien sûr, celui de l'enfant sauvage, mais alors c'est quand même aussi l'actualité. On abandonne des enfants aussi dans des fast-foods aujourd'hui à Paris. Oui, à Place Clichy. C'est quand même ça qui se passe aussi. Il n'y a pas beaucoup de forêts quand même. Il n'y a pas beaucoup de forêts, mais ce livre, ce texte parle bien sûr de l'abandon. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quand même l'actualité. Les enfants sauvages sont un sujet passionnant en soi, mais c'est quand même ça que vous traquez aussi là. C'est très très juste. Et d'ailleurs, dans une version précédente, je l'avais beaucoup plus développé encore. Oui, c'est qu'est-ce que peut être aussi la vision du monde d'un enfant qui pense d'ailleurs que tous les enfants sont forcément abandonnés puisqu'il n'a connu que ça. Et aussi, qu'est-ce qui perdure de cette flamme d'humanité quand on doit la porter seul, quand on est le seul à tenir comme ça cette intensité de l'homme, qu'est-ce qui reste mais c'est une question que je propose, que je promène juste. C'est une question que vous proposez, que vous promenez beaucoup, Jean-Claude Grimbert, depuis de nombreuses années. Comment arriver à vivre ensemble? Comment est-ce que l'humanité continue d'exister, qu'elle soit celle d'un atelier, qu'elle soit celle d'un cabinet de dentiste? C'est quand même ça aussi que vous travaillez. Comment exister ensemble? C'est ma fille qui se manifeste. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. L'humanité se poursuit malgré tout. Voilà, parce qu'il y a des enfants. Donc, parce qu'il y a des enfants, il y a de l'amour, ou même brièvement. Et parce qu'il y a de l'amour, il y a des rencontres. Et parce qu'il y a des rencontres, il y a des sujets de conversation. Parce qu'il y a des sujets de conversation, il y a forcément des livres, des pièces de théâtre. Non, mais quand à la perte s'ajoute à la perte, je parle de ça, Jean-Claude Grimbert, parce que vous en avez fait aussi œuvre. Il a fallu que ça passe par là. Enfant, vous en avez perdu un aussi. Quand la perte s'ajoute à la perte, on écrit aussi. C'était aussi un moment pour vous de... J'étais pas destiné à l'écriture. C'est évident que ce qui s'est passé dans ma vie, peu à peu, m'a rattrapé. Voilà, m'a rattrapé très jeune par rapport à d'autres. Mais j'ai d'abord vécu dans des ateliers de confection comme apprenti. C'est-à-dire, je faisais le métier de mon père sans avoir jamais vu mon père travailler, mais je voyais son atelier vide. Et on dormait dans son atelier. Donc, petit à petit, il y a des choses... et j'ai vécu presque constamment dans des ateliers, puisqu'après j'ai épousé une femme qui avait un atelier. Et donc... alors, l'écriture de l'atelier a été très, très difficile, très, très dangereuse. C'est-à-dire... Et après, j'ai joué le rôle, donc j'ai voulu accumuler beaucoup de difficultés, beaucoup de risques. Mais ce qui a été pire encore, et vous l'avez dit, c'est son succès, le succès de cette pièce. J'ai très mal vécu, j'ai été très bien préparé à l'échec, et j'ai été très surpris par le succès, et après je me suis soigné. Donc ce qui a fait que j'ai pu... Enfin, il s'est passé maintenant, 11 ans... je souffre quand il y a des échecs. Voilà, j'arrive et je suis devenu normal,
Quand il y a un échec, je ne suis pas content. Et je supporte mieux le succès. Mais il s'est passé 11 années entre la création de l'atelier et puis Zone Libre, la pièce suivante. Oui. Il a fallu tout ce temps-là. J'ai écrit un peu pour la télévision, puis j'ai fait une analyse. Voilà. Tout ça, c'est le même travail. Ça a été l'analyse a été la seule chose que j'ai faite assidûment. Voilà, c'est-à-dire que j'avais pratiquement pas eu de scolarité. J'avais beaucoup lu. Voilà, j'étais enfant. La lecture était devenue sans doute un dérivatif, un moyen d'échapper. Et puis après, l'analyse s'est imposée comme une chose urgente et nécessaire après le succès de l'atelier et après l'écriture, forcément. Et aussi parce que je m'étais préparé pendant des années à être comédien, que je n'avais pratiquement jamais joué, et que lorsque j'ai joué dans l'atelier, j'avais non seulement rencontré le succès comme auteur, mais aussi j'avais réalisé ce que j'avais choisi de faire, être comédien. Et j'ai vu que je ne pourrais pas continuer comme ça, que c'était impossible pour moi de faire ça toute ma vie, quoi. Oui, parce qu'il y a effectivement tout ce travail-là. On évoquait avec Serge Valetti tout à l'heure sa première pièce jouée, 69. Vous, c'est 68. Demain, il fenêtre sur rue. Bientôt 40 ans de théâtre, finalement, quand même, Jean-Claude Grimbert. Ouais. Et Valetti aussi. Valetti aussi. Oui. Donc, mais il y avait cette aventure avec Jacques Fabry autour de lui, qui était quand même un homme qui a su fédérer aussi des énergies, des passions autour de lui. Je demandais à Serge Valetti ce qui continuait à déclencher l'écriture chez lui. Vous le disiez tout à l'heure, on écrit et puis il y a des choses qui nous attrapent. C'est ce que disait Anne Cibran, le sujet s'impose à nous, mais c'est juste la mauvaise conscience de la paresse qui vous pousse à continuer à écrire. C'est un peu une galéjade. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous retournez à votre bureau ? Bon, maintenant je partage ma vie d'écrivain ou d'écriteur entre le cinéma, la télévision et le théâtre. Alors, j'écris pour le cinéma et la télévision. Ça donne un César pour Amen, par exemple. Voilà, ce qui me permet à la fois de gagner ma vie et de... Bon, j'ai la chance encore de pouvoir choisir. Je ne suis pas tenu à écrire tout ce qu'on me propose. Et le théâtre, c'est comme c'est une danseuse. Voilà, le fait d'écrire pour la télévision et pour le cinéma me permet de temps en temps d'écrire pour le théâtre et d'attendre 3-4 ans que la pièce se monte dans des conditions financières très difficiles, et puis qu'on soit joué 30 fois quelque part, et puis qu'après elle fasse son chemin. Depuis une dizaine d'années, j'écris beaucoup pour les enfants. Voilà. Alors on en revient au début de ce que vous m'aviez posé comme question. Comment ça continue ? J'ai découvert qu'en écrivant pour les enfants, sans même être joué, il y a certaines pièces qui sont jouées, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas encore, on a un retour. C'est-à-dire que les enfants, eux, n'attendent pas de lire des critiques, n'attendent pas que la pièce soit passée à la télévision ou que l'auteur en ait parlé. Ils lisent, ils s'emparent du truc, il y en a qui font des suites. Il y en a qui m'envoient des nouvelles fins. Votre fin n'est pas bien. Voilà, avec toute la classe, on a réécrit la fin. Alors, ils m'envoient la fin. Et souvent, c'est très bien. Et donc, c'est une vie très agréable comme en plus je suis riche grâce à la télévision et au cinéma, je peux me permettre de vivre une vie... Disons que c'est comme une action militante dont l'objet ne serait pas de changer la société, mais de changer 2-3 enfants, enfin, de permettre à 2-3 enfants de s'exprimer par classe. Voilà. C'est pas mal. Pas dans toutes les classes, hélas. Et après de choisir son dentiste, puisque vous êtes riche maintenant, vous pouvez le faire, Jean-Claude Grimbert. Juste avant de rendre un hommage à Régine Crespin, qui nous a quittés hier pour conclure cette émission avec sa voix. Christine Boisson, qu'est-ce qui vous nourrit, vous ? Parce que le temps d'un comédien ou d'une comédienne, c'est un temps aussi d'attente entre différents projets. Il y a des choses qui s'enchaînent et puis des fois non. C'est la littérature, c'est la musique, c'est le cinéma. Qu'est-ce qui vous nourrit, vous ? Mais c'est assez étrange, cette notion d'attente, parce que c'est vraiment une vision extérieure des choses, parce qu'un comédien n'attend pas. Il est toujours en quête de rencontres, de lecture de scénarios qui lui plaisent ou qui ne lui plaisent pas.
C'est comme sur les plateaux, on n'attend pas, on se concentre pour la scène à suivre. On n'attend pas entre deux prises. On refait la scène, on se dit qu'est-ce qu'il faut modifier. Il n'y a pas d'attente réelle. Et puis, il y a la vie quotidienne, d'une part. Moi, j'ai une fille qui a 15 ans, il y a faire les courses, faire le marché, s'occuper du ménage, tout ça. Et donc, ça prend du temps aussi. Il n'y a pas d'attente réelle. Et de toute façon, moi, depuis quelque temps, je me suis mise à écrire aussi. Ah. D'abord, j'ai un sujet de long métrage, de la transmission, de la sensualité. C'est une sorte d'éducation sentimentale tendre entre une mère et une fille. Et j'ai écrit un sujet de court-métrage aussi. Il n'y a pas d'attente, je lis tout le temps des tas de trucs, je suis toujours en retard sur ce qu'on me donne à lire, à vrai dire. Donc il n'y a pas d'attente réelle. Sinon, il y a une vie régulière qu'on essaye de rendre régulière, qui est, moi je fais de la méditation, je fais beaucoup de sport, de la natation, du vélo, des choses comme ça. Je lis j'adore la cosmologie, par exemple. Je lis des livres sur les étoiles, tout ça pour m'évader un peu aussi de ce monde du spectacle qui n'est pas toujours sympa. Alors, j'attends pas, non, j'attends jamais. Bon, la question, c'était ce qui vous nourrissait plus que l'attente. Mais l'attente, ce sera 17h. Je suis la bête. Je voudrais qu'on termine avec Régine Crespin. Oui. C'est pour ça que je vous interromps un instant, mais on vous remercie encore une fois, Anne Cibrand, Christine Boisson et Jean-Claude Grimbert, d'être venus nous voir, d'avoir répondu à notre invitation. 17h à l'hôtel Ménil-Salinel dans Texte Nu. Et ça, c'est des France Culture Théâtre de Nîmes, Je suis la bête. Et puis 19h, ce sera Vers toi, terre promise, tragédie dentaire. J'avais cru que c'était une coquille, que c'était identitaire. Non, on a compris que c'était tragédie dentaire. Plutôt que de dire beaucoup de mots sur Régine Crespin, on va surtout l'entendre. On va écouter un peu de musique, mais juste un petit mot, puisque nous étions avant-hier à Aix. Il y avait sur le plateau de la Valkyrie au Grand Théâtre de Provence une chanteuse qui s'appelle Eva Maria Westbrock, dans le rôle de Sieglinde. C'est le rôle avec lequel Crespin a marqué ses débuts internationaux en 1953. Et à l'entracte de cette Valkyrie, je croisais un jeune homme qui me disait, cette jeune chanteuse, c'est Crespin. Ben voilà comment, après un demi-siècle, après avoir s'être emparé d'un rôle, on a marqué à vie une Sieglinde, mais voilà, Didon, Cassandre, bien d'autres encore. On aurait pu écouter Wagner, on aurait pu écouter Berlioz. Moi, j'ai choisi de vous faire entendre quelque chose qui n'est pas très connu, qui est une berceuse créole de Henri Sauguet, où vous entendrez l'infinie tendresse, l'infinie poésie, le miracle de la poésie et de la diction, l'art du chant consommé de Régine Crespin. Et avant même de l'entendre, on salue maintenant nos auditeurs. On leur donne rendez-vous lundi en Avignon. Et après Régine Crespin, ce sera un nouvel épisode d'Histoire de. Au revoir.